Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Avec moi pour cette interview, Laurent Corot de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous exercez actuellement la présidence tournante de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC, et vous avez notamment pour but de tenter d'apaiser les tensions entre le Rwanda et la RDC. On voit que la situation reste très tendue sur le terrain. Alors, est-ce que vous pensez que les conditions d'une négociation sont réunies à l'heure actuelle? Je ne peux pas dire qu'on est loin. Plutôt, on est en avance parce que, d'abord, sur la question de dialogue et de réconciliation entre les États, le rapprochement, c'est d'abord un pas. Accepter de s'asseoir ensemble, c'est un pas. Donc, moi, je considère qu'il y a une avancée significative. Il y a eu beaucoup de rencontres et aussi, j'ai vu que la communauté internationale aussi est très consciente de ce processus. Donc, que ce soit les Nations Unies, aussi l'Union européenne, le président Macron en tant que président du Conseil de l'Union européenne, lui aussi, il a mis sa main pour qu'on puisse retrouver la paix dans cette région. Mais est-ce que le gouvernement congolais accuse à raison le gouvernement rwandais de soutenir le M23? Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore tranché au niveau de la région, que ce soit moi-même, mais comme nous prévoyons une réunion de consultation avec le facilitateur dans ce conflit, le président angolais, on aura quand même l'occasion d'analyser et voir la réalité des choses. Alors, vous participez, le Burundi participe également à la force d'interposition régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui a été envoyée en RDC. Alors, est-ce que vous allez envoyer plus de troupes, mais aussi est-ce que vous ne craignez pas qu'en voulant désarmer, en vous battant contre des groupes armés, les violences ne débordent chez vous, dans votre pays? Bon, d'abord, nous participons dans cette force en tant que force régionale. Le Burundi a deux bataillons. On n'a pas encore envoyé toutes les troupes pour le moment, mais on a envoyé plus d'un bataillon. Et nous agissons dans le cadre régional, ce n'est pas dans le cadre de l'État burundais. Et puis, je pense que ça ne va pas embraser le conflit. Parce que, de un, les Burundais et les Congolais sont comme des frères. Il n'y a pas de tension entre le peuple congolais et le peuple burundais. Et ils ont confiance en notre armée. L'armée burundaise occupe le sud Kivu. C'est d'abord, il y a l'état-major général de la force régionale qui a déployé les forces et chaque pays a son secteur d'action. Le Burundi va s'occuper de la région du sud Kivu et depuis que notre force est là, vous voyez qu'il y a la stabilité et les groupes armés qui opèrent au sud Kivu ont eu confiance de la sécurité des forces burundaises qui opèrent avec les forces armées de la RDC et les communautés locales ont eu confiance de cette sécurité jusqu'à ce que même les groupes armés acceptent de déposer les armes parce qu'ils avaient confiance en cette force régionale. Il y a un peu moins de 2 mois, Monsieur le Président, la frontière terrestre avec le Rwanda a été rouverte au transit. Est-ce que vous diriez que les relations sont désormais apaisées avec votre voisin rwandais? Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de tension entre le Burundi et le Rwanda. S'il y a des questions qui restent encore à être réglées, ce sont des questions qui sont réglées diplomatiquement. Nous sommes toujours en contact. Nos officiers parlent avec les officiers rwandais. Les administratifs au niveau des frontières, les gouverneurs de province se sont rencontrés souvent, mais ça fait presque une semaine et demie où l'administration de la province de Kirundo a rencontré l'administration de la province de Bugesera. Il y a une embellie donc finalement. Donc pour vous dire qu'il n'y a plus de tension. En fait, les questions qui restent à régler, ce sont des questions qui sont réglées
progressivement, mais cela n'empêche pas que les deux peuples continuent à se visiter. Les Rwandais viennent à Bujumbura pour se divertir sur le lac Tanganyika. Les Burundais aussi vont visiter les amis qui sont au Rwanda. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas de tension réelle entre les deux pays. Est-ce que ça veut dire que vous avez renoncé à votre demande, qui était une condition, que le Rwanda extrade les opposants burundais accusés d'avoir fomenté le coup d'État de 2015? C'était une condition que vous avez posée, vous y avez donc renoncé. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de rencontres. J'ai envoyé des émissaires au Rwanda qui ont rencontré le président Kagame. Aussi, le président Kagame a envoyé des émissaires qui sont venus me voir. Tout cela dans le cadre des discussions. Il y a eu rencontre entre les juristes, les délégués du ministère de la Justice qui ont rencontré les délégués du ministère de la Justice rwandaise. Donc, ils se sont rencontrés. Les techniciens continuent à discuter sur les modalités pratiques. Ce qui est important est que le Rwanda reconnaît que ces putschistes se trouvent chez lui et que le Burundi aussi, parce que le Rwanda va les remettre pour aller devant la justice burundaise. Et ce qui est très important, maintenant nous sommes presque, c'est comme si nous sommes bloqués parce que nous ne pouvons pas gérer ceux qui sont déjà jugés et les autres qui restent, alors que la tête reste toujours sans être jugée. Alors c'est très difficile de gérer cette question. C'est pour cela que nous demandons toujours au Rwanda de remettre ces putschistes pour qu'ils soient jugés avec les autres. Comme ça, tout le groupe sera alors géré politiquement quand la justice aura fait son travail. Et donc ce que vous nous dites, c'est que c'est en bonne voie. Vous avez bon espoir que ces gens-là vont être extradés bientôt par le Rwanda. Nous avons l'espoir parce que nous voyons qu'il y a quand même la volonté, quand ils acceptent d'abord de mettre cette question sur la table. Et tout le monde est en fardeau, que ce soit du Rwanda ou du Burundi. Donc nous espérons que nous allons la gérer ensemble. Vous appelez la communauté internationale à venir vous aider, à investir, mais par exemple, l'aide budgétaire de l'Union européenne n'a toujours pas été débloquée. Il y a toujours des désaccords sur la feuille de route. Pourquoi? Et est-ce que vous espérez bientôt un accord sur ce point? Je crois qu'il n'y a pas de désaccord. Plutôt, nous sommes dans le dialogue pour voir dans quel domaine ils peuvent appuyer. Alors quand y aura-t-il cet accord avec l'Union européenne? Bon, vous savez, quand vous êtes sur une table, vous ne savez pas quand la réunion va se terminer, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est attiré et nous parlons presque le même langage. Nous allons ensemble et nous allons réussir ensemble aussi. Lors de sa dernière réunion, Monsieur le Président, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution dans laquelle il condamne ce qu'il appelle l'impunité généralisée pour toutes les violations des droits de l'homme dans votre pays. Il demande à votre gouvernement de faire en sorte que tous les acteurs de telles violations, qu'ils soient membres des forces de défense et de sécurité ou membres du mouvement de jeunesse du parti, les Imbonerakure, aient à répondre de leurs actes. Est-ce que c'est une demande à laquelle vous êtes prête à répondre en tant que chef de l'État? Si on parle de cette jeunesse, les Imbonerakure, aujourd'hui, tous les jeunes du pays sont mobilisés vers le développement. Vous savez que j'organise des retraites de jeunes intellectuels. J'organise au moins 2 fois par semaine. Mais vous contestez, Monsieur le Président, l'ampleur des violations des droits de l'homme dénoncées par cette commission? Non, vraiment, jusqu'à maintenant, on ne m'a pas encore montré là où il y a eu violation des droits de l'homme. Je sais qu'il n'y a pas une personne qui commet un crime et qui reste impuni. Vraiment là, je m'y mets moi-même. Vous savez, j'ai mis à la disposition de tous les citoyens mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a violation des droits de l'homme partout, toujours ils dénoncent et je dois assurer le suivi. Donc là, je peux vous garantir, au moins chaque jour, s'il y a quelque chose qui se passe, même s'il y a injustice, la population dénonce. Alors, comment se peut-il qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, qui voit les choses que la population elle-même, d'abord les victimes maintenant, ont le droit
de dénoncer chez le président de la République. Alors, qu'est-ce que celui qui est à l'extérieur peut connaître que moi, je ne connais pas? Je pense que ce sont des détracteurs qui font la contre-propagande, c'est normal. Est-ce que vous êtes prêt du coup à accueillir l'observateur de la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour qu'il puisse constater de lui-même tout cela au Burundi? Je ne sais pas si vous avez écouté mon discours à l'Assemblée générale des Nations unies. À cause de ces gens-là qui veulent faire des rapports biaisés, j'ai demandé au Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations unies de venir au Burundi pour nous asseoir ensemble, analyser ensemble la situation et voir ensemble ce que nous pouvons faire pour améliorer davantage la protection des droits de l'homme. Donc, nous n'avons pas peur que le Haut Commissariat des droits de l'homme vienne au Burundi et discuter sur comment gérer ensemble les questions des droits de l'homme dans mon pays. Dernière question, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, encore lui, appelle votre gouvernement à nouer un véritable dialogue sans exclusive avec tous les partis burundais, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Évidemment, il y a certains partis qui sont toujours interdits. Pour vous, c'est une ligne rouge. Vous refusez d'ouvrir un dialogue avec ces groupes-là. Il y a ceux qui se négocient et ceux qui ne se négocient pas. Par exemple, la justice ne se négocie pas. Tu ne peux pas tuer quelqu'un et dire « je vais négocier avec le gouvernement ». C'est ça l'impunité. Parce qu'il y a des victimes qui réclament justice. Alors, qui protéger entre la victime et le bourreau? Donc, tu ne peux pas dire en matière pénale que tu vas réconcilier les gens. En matière civile, oui. Mais en matière pénale, si vous avez commis un crime, c'est la justice qui doit faire son travail. Mais aussi, quand la justice termine son travail, il y a cette fois-ci la gestion des condamnés. Il y a des mécanismes d'amnistie, des mécanismes de mesures de grâce. Il y a tout. Mais avant tout, il faut privilégier la justice. Après, le travail de la justice, c'est là où il y a un autre travail. Donc, maintenant, ceux qui ont commis des crimes doivent répondre parce que les victimes réclament toujours justice. Imaginez-vous si aujourd'hui, on laissait les gens qui ont commis des crimes et que les victimes se vengent. Qui sera responsable de tout cela? C'est le gouvernement qui sera responsable parce qu'il n'a pas protégé les victimes. Donc, je pense que la justice doit être privilégiée avant tout. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, RFI et France 24.